Une loi pour mieux protéger ou pour commencer à censurer? C'est la grande question posée par un texte qui, en ce moment, divise profondément la France. D'un côté, on nous promet de nouvelles armes pour combattre la haine. De l'autre, beaucoup craignent une atteinte à nos libertés fondamentales. C'est cet équilibre, particulièrement fragile, qu'on va décortiquer aujourd'hui. Alors, pour qu'on y voit clair, voici le programme. On va commencer par la base. C'est quoi cette loi? Ensuite, on va regarder concrètement ce qu'elle change. Puis, on pesera les risques, on regardera ce qui se fait ailleurs, et on terminera en plongeant au cœur du débat. Allez, on attaque. Avant même de parler de la polémique, il faut d'abord comprendre de quoi on parle. C'est quoi au juste cette proposition de loi? Bon, son nom officiel, c'est la proposition de loi 575. Mais tout le monde l'appelle la loi Yadan. L'objectif affiché, c'est de mettre à jour nos lois, notamment le code pénal, pour s'adapter aux nouvelles formes d'antisémitisme. Sur le papier, ça semble clair, mais c'est quand on creuse un peu que les choses se compliquent. Pour situer un peu les choses, ce texte a été déposé fin 2024. Depuis, il a été étudié par des institutions très importantes, comme le Conseil d'État ou la Commission nationale consultative des droits de l'homme, la CNCDH. Et un point est essentiel. À l'heure où on se parle, rien n'est voté. Le débat est donc en plein cours. Bon, maintenant qu'on a le contexte, voyons ce qu'il y a vraiment dedans. On va regarder de plus près ce que ce texte propose de changer dans la loi. Le texte s'articule autour de 4 grands changements. Premièrement, il veut élargir la définition de l'apologie du terrorisme. Deuxièmement, il crée un tout nouveau délit, celui d'appel à la destruction d'un État. Troisièmement, il touche à la notion de contestation de crime. Et enfin, il modifie les droits de certaines associations. On va regarder ça point par point. Le premier point est sans doute le plus chaud. Le texte veut ajouter à la définition de l'apologie du terrorisme des termes comme « même implicitement » ou « de manière outrageante ». Le souci, ces mots sont très, très flous. Qui va décider de ce qui est implicite ou outrageant? C'est là que le risque d'une justice un peu arbitraire commence à apparaître. Arrêtons-nous juste sur ce mot « implicitement ». Ça a l'air de rien, mais c'est une petite bombe juridique. Ça veut dire qu'on pourrait être condamné non pas pour ce qu'on a dit clairement, mais pour ce qu'un juge pense qu'on a voulu dire. On ne juge plus des faits, on juge des intentions supposées. Et c'est ce glissement qui fait très peur aux défenseurs des libertés. L'article 2, lui, fait aussi beaucoup parler. Il crée de toutes pièces un nouveau délit, dans la vieille loi sur la presse de 1881, punir l'appel à la destruction d'un État que la France reconnaît. Et ce qui est assez curieux, c'est cette référence directe à la charte de l'ONU dans notre droit pénal national. C'est plutôt inhabituel. Enfin, il y a un autre point, un peu technique, mais essentiel. Ça concerne la contestation des crimes contre l'humanité. La loi voudrait y ajouter des notions comme la minimisation ou la banalisation outrageante. Là, on est sur une ligne de crête. Le Conseil constitutionnel lui-même a déjà dû rappeler par le passé que la loi ne peut pas interdire le débat historique, même quand il touche à des sujets très sensibles. Et tout ça, bien sûr, nous amène à la troisième partie, les risques. Parce que les craintes ne viennent pas de n'importe qui. Ce sont les plus hautes institutions juridiques de France qui ont lancé de très sérieux avertissements. En effet, les réactions ont été fortes. Et on ne parle pas de groupes militants, mais bien des gardiens de notre droit. Le Conseil d'État a carrément parlé d'un risque de censure. La CNCDH, qui est notre Commission nationale des droits de l'homme, a été encore plus directe. Elle a demandé de retirer les articles les plus problématiques et elle a mis en garde contre le risque de procès d'intention. D'ailleurs, la CNCDH utilise un terme très important, l'effet dissuasif, qu'on appelle aussi le chilling effect. C'est quoi ? C'est tout simplement quand la peur d'aller en justice pousse les gens, que ce soit des journalistes, des chercheurs ou de simples citoyens, à s'auto-censurer. Par peur des ennuis, on n'ose plus aborder des sujets légitimes, mais qui fâchent. Donc si on récapitule les impacts potentiels, il y a des risques juridiques, des risques pour les droits humains, mais regardez la dernière ligne, la géopolitique. C'est assez fascinant. Ça veut dire que critiquer un pays X pourrait devenir un délit en France du jour au lendemain, juste parce que la diplomatie française a changé. Notre droit pénal serait alors directement lié aux humeurs de notre politique étrangère. C'est une perspective assez folle. Allez, maintenant on prend un peu de recul. Est-ce que la France est la seule à se débattre avec ça? On va voir ce qui se fait à l'étranger, parce que cette tension entre sécurité et liberté, elle est partout. Et quand on regarde chez nos voisins, on s'aperçoit que d'autres ont déjà essayé. Les résultats? Au Royaume-Uni, une loi du même genre a été accusée de paralyser le débat public. En Allemagne, ça a donné lieu à des batailles juridiques sur la censure. Et aux États-Unis, les tribunaux ont tout simplement annulé ce type de loi, les jugeant contraires à la liberté d'expression. Le schéma semble souvent être le même. Ces lois finissent par créer plus de problèmes qu'elles n'en règlent. On en arrive au cœur du réacteur, le débat central, celui qui oppose deux visions, deux nécessités. D'un côté, la sécurité, de l'autre, la liberté. D'un côté, il y a ceux qui disent
La haine monte. Les discours sont de plus en plus tordus, ils se cachent. Nos lois actuelles ne suffisent plus. Et de l'autre, on leur répond « Attention, nos lois sont déjà solides. Le remède que vous proposez est pire que le mal. En voulant chasser les sous-entendus, on va juste créer de l'injustice et faire taire la critique légitime. » Et il faut bien garder en tête qu'il y a un arbitre au-dessus de la France, la Cour européenne des droits de l'homme. Et elle a déjà été très claire, par exemple dans une affaire célèbre, Baldassi contre France. Pour elle, l'appel au boycott d'un pays, par exemple, ça fait partie du débat politique protégé. Ce n'est pas en soi un appel à la haine. C'est un rappel juridique qui pèse très lourd. La conclusion de la CNCDH, notre commission des droits de l'homme, est donc sans appel. Pour elle, notre arsenal juridique est déjà suffisant. Le vrai problème n'est pas d'inventer de nouvelles infractions mal ficelées, mais plutôt de bien appliquer, de manière juste et équitable, les lois qu'on a déjà. Au final, on en revient toujours à cette question fondamentale. Comment on fait pour protéger les gens sans tuer le débat? Comment on trace la ligne, parfois si fine, entre la haine et la critique? Cette loi, elle propose une réponse. Mais on l'a vu, elle soulève au moins autant de questions qu'elle n'apporte de solutions. Le débat, lui, est loin d'être fini.